C'est dans le froid déclinant d'un après-midi pluvieux d'octobre que je me suis retrouvé dans le sanctuaire chaleureux et chaotique du 221B Baker Street. Holmes, à son habitude, était étendu sur le divan turc, une pipe serrée entre les lèvres, son regard perçant fixé non sur un livre ou un journal, mais plutôt sur la fumée qui se tordait et dansait dans la pénombre, comme au rythme de ses pensées. À peine avais-je enlevé mon manteau et me suis-je assis près du feu, que Madame Hudson annonça une visite. C'était une femme corpulente, vêtue de noir de deuil, les yeux injectés de sang, les doigts crispés sur une liasse de lettres humides. Elle avait l'air de quelqu'un qui aurait fait les 100 pas devant notre porte une douzaine de fois avant de trouver enfin le courage de frapper. « Monsieur Holmes, » dit-elle avec une révérence tremblante, « je m'appelle Martha Bickley. Je viens de Leatherhead, mon frère. Il est parti, monsieur, et la police, ils disent qu'il s'est enfui. Mais je sais qu'il ne l'a pas fait, il ne le ferait. » « Jamais ?» Holmes se redressa brusquement. « Disparu, dites-vous? Disparu de son plein gré? »« Non, monsieur. Il est mort, je le sens. Non pas qu'il y ait un corps, mais... » Elle s'interrompit, frissonnant malgré la chaleur de la pièce. « Sa tannerie est fermée. Les hommes sont congédiés, et ils ne la laisseraient jamais ainsi. À moins qu'un événement terrible. » Holmes serra les doigts sous son menton. « Et quelle profession exerçait votre frère, Madame Bickley ?»« Il était tanneur, le seul à Leatherhead depuis la mort du vieux monsieur Jarrow. Il avait repris les caves près de la rivière. Il vivait seul, comme toujours, et disait que le travail du cuir ne le rendait pas très agréable aux femmes. » Holmes fronça les sourcils. « Leatherhead, tannerie, frère disparu, des ingrédients curieux. Dites-moi, madame, quand? » « L'a-t-on vu pour la dernière fois? Il y a 3 semaines, par son apprenti, le jeune Edwin Carter. Mais Edwin a maintenant disparu lui aussi. Le gendarme dit qu'il s'est probablement enfui, emporté par le gin et les bêtises, a-t-il dit. Mais je connais Edwin, je lui envoyais du pain tous les dimanches. Il ne voulait pas s'enfuir, pas sans m'écrire. Holmes me jeta un coup d'œil. Je vis une lueur d'intérêt s'allumer dans ses yeux. « Docteur Watson, vous remarquez ?» Le récit officiel explique les 2 disparitions par un seul mot, évasion. Mais notre visiteur offre quelque chose de bien plus riche, la loyauté familiale et la persistance gênante de l'intuition. Se tournant vers Madame Bickley, Holmes demanda « Y avait-il des signes de lutte? Des personnes suspectes rôdaient-elles autour de la propriété ?» Elle hésita. « Je ne sais pas. Mais il y avait des rumeurs dans le village, que M. Bickley avait trouvé quelque chose là-bas, dans les vieux coffres. Quelque chose qui le terrifiait. Il devint bizarre. Il ferma les chambres basses. Il parla de choses qu'il valait mieux laisser enterrer. » Holmes se leva soudain plein d'énergie. « Un homme disparaît. Son apprenti aussi, un coffre-fort verrouillé sous la cour d'un tanneur. Parlons de secrets et d'effroi. Mon cher Watson, je crois que nous avons notre mystère. J'ai pris mon manteau. On va à Leatherhead? Demain matin. Ce soir, on fait les préparatifs. » Holmes se tourna vers Madame Bickley, la voix plus douce. « Vous avez bien fait de venir ici. Scotland Yard peut ignorer les prémonitions et les murmures, mais je me fais un devoir d'écouter attentivement les 2. » Tandis que la pauvre femme s'en allait, visiblement plus légère d'avoir partagé son fardeau, Holmes alluma une autre pipe et retourna au foyer. « Watson, » dit-il après un long silence, « dis-moi, que sais-tu des tanneries construites sur des voûtes romaines? Seulement qu'ils sont nauséabonds et souvent vieux de plusieurs siècles. Tout à fait. Et je soupçonne que celui-ci cache bien plus que de la chaux et des peaux anciennes. Espérons que ce qui repose à l'intérieur n'ait pas encore conquis sa 3e âme. » Et sur ce, Holmes s'enfonça une fois de plus dans son cocon de fumée et de silence, tandis qu'à l'extérieur, le brouillard londonien se rapprochait toujours plus de notre porte. Le lendemain matin, un soleil pâle apportait son lot de brume, qui ne parvenait guère à dissiper la brume persistante qui s'accrochait aux rues de Londres comme des toiles d'araignées tissées de suie et de souvenirs. Holmes, impeccablement vêtu malgré l'heure matinale, se tenait déjà près de la fenêtre lorsque je descendis l'escalier, penché sur un petit livre relié en cuir, avec l'air d'un homme mémorisant les mouvements complexes d'un échiquier. « Watson, dit-il sans se retourner, je me suis renseigné sur les fondations romaines de Leatherhead. Fascinant. Saviez-vous que la région reposait sur un réseau de caves souterraines datant de l'époque flavienne? Plusieurs d'entre elles furent utilisées pour des métiers au fil des siècles,
notamment le tannage, en raison de l'humidité et de la fraîcheur constante. Je secouai la tête en agrafant ma cape. C'est une connaissance utile pour un spécialiste de l'architecture romaine, Holmes, mais je ne vois pas la pertinence. Patience, mon vieil ami. Si nous voulons comprendre les secrets du caveau de Bickley, nous devons en comprendre la structure. Une structure conserve souvent la vocation de ses créateurs, bien après que le souvenir de leur présence s'estompe. Allons, le train n'attend personne, pas même un détective. Le trajet jusqu'à Leatherhead se déroula dans une ambiance feutrée. Holmes garda un silence maussade, les doigts joints, le regard perdu dans le vague. Je m'occupais à relire la lettre de Madame Bickley, notant à nouveau l'étrange formulation qu'elle avait utilisée. Il disait que le coffre murmurait la nuit. Dramatisation poétique ou écho de quelque chose d'inconnu, cela piqua ma curiosité. À notre arrivée, nous avons été accueillis par la bruine grise de la campagne et par le comportement tout aussi gris du gendarme Rowntree, un homme aux larges épaules avec un nez rouge bulbeux et des yeux qui nourrissaient la suspicion comme un banquier garde l'or. « Je ne m'attendais pas à ce que des Londoniens se mêlent de ça, monsieur Holmes, » dit-il sans préambule. « Vous perdez votre temps à courir après des ombres. Monsieur Bickley avait des dettes, plus que sa tannerie ne valait, et il les a probablement abandonnées pour échapper à la justice. Le jeune homme a probablement eu vent de la situation et a suivi son exemple. « Et le coffre-fort verrouillé ?» demanda Holmes d'un ton doux. Rowntree renifla. « Il n'y a rien là-dedans, à part des fosses à chaux et de vieux outils. Il te faudra une clé, par contre. Le coffre est plus hermétique qu'un tiroir de banque. Je ne te conseille pas de fouiller. » Holmes lui offrit un de ses sourires indéchiffrables. Nous allons néanmoins le taquiner. La tannerie elle-même s'élevait près du coude de la rivière, tel un vieux chien dont l'utilité s'était estompée avec sa force. Les murs de pierre, tachés par des décennies de fluide corrosif et d'eau décolorée, se penchaient subtilement vers l'intérieur, comme s'ils s'effondraient sous le poids de leurs propres secrets. Une enseigne tordue se balançait au vent, tannerie Bickley & Fields, bien qu'il n'y ait jamais eu de fils selon Martha. À l'intérieur, l'air était chargé de vapeurs chimiques et de peaux en décomposition. Holmes se déplaçait dans le bâtiment tel un limier, s'arrêtant de temps à autre pour examiner des lambeaux de cuir, des râteliers brisés, un gant déchiré. Il le porta à son visage et respira. « Détectez-vous quelque chose, Holmes? Du goudron et de la chaux. Mais curieusement aussi un soupçon d'eau de lavande, inhabituel pour un tanneur. Viens, le caveau se trouve plus loin. » Il nous conduisit à travers un étroit couloir aboutissant à une solide porte en fer encastrée dans la pierre comme une dent dans la gencive. Un lourd cadenas nous barrait le passage. Holmes récupéra un trousseau de clés squelettes et après plusieurs tentatives, la serrure céda avec un cliquetis réticent. La porte s'ouvrit en grinçant sur un escalier de pierre, descendant dans l'obscurité. Attention où tu mets les pieds, Watson. Les Romains ne se souciaient pas de symétrie. Le caveau était étonnamment spacieux. Les murs courbés comme une cave à vin, bordés de niches qui auraient pu autrefois contenir des cuves de tannage ou des peaux de bêtes. L'air était frais, mais sec. Nos pas résonnaient trop fort. Holmes balaya la pièce avec sa lanterne. Au fond, une tache de terre carrée attira son attention. Elle était plus fraîche que le reste du sol, compactée par le temps. Holmes s'agenouilla, effleurant la terre de ses doigts. Il resta silencieux. « Des tombes ?» demandai-je doucement. « Peut-être. Ou une forme de dissimulation. » Il se leva brusquement. « Il ne faut pas le déranger avant d'en savoir plus. Viens, retourne à la maison. » De retour dans le petit cottage de Bickley modestement meublé, attenant à la tannerie par un couloir à l'arrière, Holmes s'assit à son bureau et examina le contenu d'un tiroir. Des lettres, un registre, des bribes de commandes de produits chimiques. « Watson, » dit-il en faisant un geste, « regarde ici, remarque le nom, Edwin Carter, l'apprenti. Tu vois combien de commandes il a signées au nom de Bickley dans les 2 semaines précédant la disparition? Je me suis penché. 5. Et tout cela pour le même composé. L'acide chlorhydrique, une quantité industrielle, bien supérieure aux besoins habituels d'un tannage. Pourquoi un apprenti commanderait-il un tel volume sans instruction, se débarrasser de quelque chose? » Holmes ne répondit pas. Il désigna simplement une ligne dans la marge. D'un trait gribouillis, à peine lisible, était écrit « Il a dit que le garçon savait, il avait vu. Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Une confession ? Ou une entrée de journal ?
ou un mot laissé sous le coup de la panique. Mais le sous-entendu est clair. Edwin Carter a vu quelque chose, peut-être quelque chose qu'il n'était pas censé voir, et pour cela je crains qu'il ait été réduit au silence. À ce moment précis, on frappa violemment à la porte. L'agent Rowntree se tenait sur le seuil. « Vous avez bien fait de fouiller, monsieur Holmes, » dit-il à contre-cœur. Ils ont trouvé quelque chose près de la rivière. Un des garçons du village qui pêchait au sud du virage a accroché une botte. Il avait encore un pied dedans. Holmes se leva d'un bond. « Il faut y aller immédiatement. » Le virage sud n'était guère plus qu'un enchevêtrement de roseaux et de boue. Un agent de police s'agenouillait au bord, examinant une masse boueuse à moitié enfouie dans le limon. La botte, robuste, tachée de teinture, était incontestablement celle d'un tanneur. Elle avait appartenu à Edwin Carter. Watson se détourna légèrement, l'odeur soudaine de pourriture et d'algues lui étant oppressante. Holmes s'accroupit, inspectant les restes avec un détachement médico-légal auquel je m'étais habitué depuis longtemps, mais qui ne cessait de m'émerveiller. « La jambe a été sectionnée au genou, » murmura-t-il. « Une coupure nette ?»« Trop nette pour la rivière. Le garçon a été démembré post-mortem, je suppose, et éliminé par morceaux. Le reste de son corps repose peut-être dans le caveau que nous avons vu plus tôt. » Rowntree jura dans sa barbe. « Nous fouillerons toute la rivière s'il le faut. » Holmes se leva lentement, époussetant la crasse de son manteau. « Ce n'est peut-être pas nécessaire. La vérité n'est pas dans la rivière. Elle est toujours dans ce caveau, enfouie non pas dans l'eau, mais dans le silence. Nous retournons à la tannerie ce soir, agent, mais cette fois avec une pelle. » Et avec cette déclaration sinistre, Holmes se retourna vers le chemin, les roues de la déduction tournant déjà avec une férocité silencieuse derrière ses yeux gris orage. Le crépuscule s'installa, accompagné d'un froid lancinant qui s'infiltra à travers les haies et enveloppa le village de Leatherhead. À notre retour à la tannerie, le ciel avait pris la couleur de l'ardoise humide, et le vent charriait avec lui l'odeur de la pluie ancienne et de l'écorce pourrie. L'agent Rowntree arriva peu après, portant 2 lanternes et une petite bêche, et ensemble nous redescendîmes dans les entrailles de la tannerie. Holmes se déplaçait avec un calme délibéré, le regard fixé sur la parcelle de terre remuée que nous avions aperçue plus tôt. Je tenais la lanterne bien haut, sa flamme, tremblante, projetant des ombres tordues sur les murs de pierre humide. Rowntree grommela en s'agenouillant près de la zone et en commençant à creuser, le bruit du métal raclant la terre étant le seul bruit ambiant, hormis celui de notre respiration. Cela n'a pas pris longtemps. La bêche de Rowntree heurta quelque chose avec un bruit sourd et creux. Il marqua une pause, nous jeta un coup d'œil puis déblaya davantage la terre meuble jusqu'à ce qu'un coin en bois sombre soit exposé. La lumière de la lanterne scintillait sur des gonds en laiton terni. « Un coffre », murmura Holmes en s'accroupissant. « Attention, agent, il pourrait contenir quelque chose de délicat. » Le coffre était petit, pas plus grand qu'une boîte à pain, mais construit en chêne massif. La serrure était rouillée et Holmes sortit une fine lime de son manteau pour la crocheter. Avec un léger clic, le couvercle s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, enveloppé dans une toile cirée rigide, se trouvait un jeu de registres, une paire de gants tachés de noir au bout des doigts et, plus inquiétant encore, une petite sacoche en cuir reliée par une ficelle. Holmes l'ouvrit avec une précaution chirurgicale, révélant une collection d'objets qui nous laissèrent perplexes. Une paire de lunettes cassées, un mouchoir ensanglanté et un bout de papier plié. Holmes me tendit le mot. L'écriture était serrée et floue sur les bords, mais suffisamment lisible. Il sait que je l'ai vu. Il a dit que ce serait sa ruine si ça se savait. Il m'a supplié de ne rien dire. Mais je crains qu'il ne veuille me faire taire de toute façon. Je l'ai caché au cas où je ne reviendrais pas. Ce n'était pas signé, mais l'implication était terriblement claire. « Carter », murmurai-je, c'était sa tentative de se protéger. « En effet », dit Holmes en repliant le mot avec révérence. Il a dû découvrir quelque chose de grave, quelque chose qui le rendait dangereux pour la mauvaise personne, et il l'a payé cher. Rowntree se leva et épousseta la terre de son pantalon. « Je vais mettre ces preuves en sécurité, et nous surveillerons la rivière pour retrouver d'autres restes du jeune homme. » Holmes hocha la tête distraitement. Son regard avait pris cette étrange lueur que j'avais déjà vue, lorsque son esprit s'emballait à 3 pas de la réalité. « Agent » dit-il brusquement.
Vous avez mentionné plus tôt que Bickley avait des dettes? Oui, au jeu. Il devait de l'argent à la moitié des aubergistes d'ici à Dorking, mais pas de traces, remarquez bien, juste des murmures et des lettres de colère. Des lettres, dis-tu? Brûlées pour la plupart. Même si sa femme en sait peut-être plus. La pauvre femme est restée silencieuse par peur du scandale. Holmes se frotta le menton. Alors je crois qu'il est temps de rendre une nouvelle visite à Madame Bickley. Nous retournâmes au cottage, où la veuve Bickley nous reçut avec une hospitalité prudente. C'était une femme frêle, tout en angles vifs et aux yeux humides, avec une voix si douce qu'elle s'éteignait presque à chaque mot. Je savais qu'il avait des ennuis, admit-elle en versant du thé, les mains tremblantes. Les débiteurs, ils venaient souvent. Certains bruyants, d'autres silencieux. Il m'a juré que ça passerait. Mais ensuite, il a commencé à dormir dans l'atelier. Il fermait le coffre-fort la nuit. Il disait que le garçon avait vu quelque chose. Il n'en disait pas plus. Holmes se pencha en avant. « Votre mari a-t-il eu affaire à un homme nommé, peut-être, Crispin Hayward ?» Ce nom lui sembla l'atteindre. Comme une gifle. Sa tasse de thé claqua contre la soucoupe. « Comment connais-tu ce nom? Vous venez de me le confirmer, » dit Holmes doucement. « Merci. » Les yeux de Madame Bickley se plissèrent. « Monsieur Hayward est venu nous rendre visite une fois. Un gentleman, beau manteau qui parlait bien. Mais en partant, Jacob avait l'air malade. C'est là que les choses ont changé. Il a bu davantage. Il a arrêté de laisser Edwin s'approcher des arrière-boutiques. Je crois qu'Edwin a trouvé quelque chose. Et Jacob a eu peur. Tu as peur de Hayward? Oui, mais pas seulement de lui, de la dénonciation, de la honte. Holmes hocha la tête. Vous avez été d'une grande aide, madame. Je vous assure que nous sommes sur le point de comprendre ce qui s'est passé. Une dernière question. Vous souvenez-vous exactement de la visite d'Hayward? Elle fronça les sourcils. Début avril, juste avant Pâques. Holmes se leva brusquement. Watson, nous devons retourner à Baker Street ce soir. Il y a un fil que je dois dénouer avant qu'il ne me glisse hors de portée. Nous avons pris le dernier train pour Londres et je voyais l'agitation de Holmes grandir à chaque kilomètre parcouru. Ses mains travaillaient sur des nœuds invisibles, ses yeux scrutant l'obscurité par la fenêtre comme si le paysage lui-même détenait des réponses. De retour à Baker Street, il se jeta sur ses dossiers, avec une énergie débordante. Fouillant dans des albums et de vieilles dépêches, il en sortit une coupure de presse et la déposa violemment devant moi. « Crispin Hayward », dit-il. Un avocat de mauvaise réputation, 2 fois mis en examen pour détournement de fonds. Jamais inculpé, mais toujours insaisissable. Notez l'adresse. Il dirigeait un syndicat de tannerie il y a 2 ans. Mystérieusement dissous. L'un des investisseurs, Jacob Bickley. Alors les dettes de Bickley n'étaient pas liées au jeu? Non, répondit Holmes d'un ton sombre. C'était du chantage. Je soupçonne Hayward d'utiliser l'entreprise de Bickley comme façade pour blanchir des fonds. Lorsque Carter est tombé sur des documents compromettants, peut-être lors d'un inventaire ou d'une course de routine, Bickley a paniqué. Et l'a tué pour protéger le secret? Ou à la demande de Hayward? Nous devons localiser Hayward immédiatement. Holmes envoya un télégramme à l'inspecteur Lestrade, puis se tourna vers moi avec une expression indéchiffrable. Il y a encore une pièce à conviction, Watson. Le coffre-fort. Pourquoi y enterrer les preuves au lieu de les détruire? Parce que Bickley ne voulait pas le perdre. Exactement. Il avait besoin des registres intacts, comme moyen de pression ou comme assurance, ce qui signifie que Hayward ignorait leur existence, jusqu'à maintenant. Nous avons tous deux regardé le coffre toujours posé sur la table entre nous. Demain, dit Holmes, nous porterons ceci à Scotland Yard. Ensuite, nous rendrons visite à M. Hayward. J'ai le sentiment qu'il sera moins conciliant que Mme Bickley. J'ai hoché la tête, mais j'ai mal dormi cette nuit-là. Dehors, le brouillard recouvrait Baker Street comme un rideau, et quelque part dans le silence, j'ai imaginé le murmure d'un coffre-fort scellé depuis longtemps, révélant des vérités qui avaient trop longtemps attendu d'être exhumées. La lumière matinale filtrait faiblement à travers les fenêtres crasseuses du 221B Baker Street, projetant de longues ombres sur la pièce encombrée. Holmes était assis, penché sur le coffre cabossé, son œil perçant parcourant les registres avec un soin méticuleux. Les heures passaient sans que nous échangions un mot, si ce n'est quelques observations murmurées ou le léger grattement d'une plume, tandis que Holmes recopiait certaines entrées.
Je m'occupais à ranger les différentes pièces à conviction, le mouchoir déchiré, les lunettes cassées, les gants de cuir, autant d'objets qui semblaient insignifiants pour un observateur non averti, mais qui, pour Holmes, constituaient une pièce essentielle du puzzle en cours de résolution. La sacoche qui contenait autrefois le mystérieux mot de Carter était soigneusement conservée dans ma trousse médicale. Soudain, Holmes se redressa, une rare étincelle d'excitation illuminant ses traits habituellement impassibles. « Watson, » dit-il, « les écritures du grand livre corroborent les insinuations de Madame Bickley. Voici une transaction datée du 5 avril, quelques jours seulement avant le décès du malheureux Carter. Une somme considérable, près de 500 livres, a été transférée à une société écran enregistrée au nom de Hayward. » Je fronçai les sourcils. Une somme considérable, en effet, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Blanchiment d'argent, mon cher, répondit Holmes sèchement. Hayward utilisait la tannerie comme façade, acheminant des gains illicites sous couvert de commerce légitime. Mais ce qui est particulièrement intriguant, c'est l'arrêt soudain des transactions après cette date. Parce que Carter est intervenu, ai-je osé dire. Exactement. Soit il a menacé de révéler l'opération, soit il l'a découverte par hasard, obligeant Hayward à agir avec détermination. Mais remarquez ceci. Holmes appuya sur une annotation à peine visible à côté de l'entrée, une séquence de lettres codées, apparemment dénuées de sens à première vue. J'ai déjà vu de tels codes, songea-t-il. Probablement une communication entre conspirateurs ou la clé d'un registre secret. À l'aide d'une loupe, Holmes déchiffra le chiffre, ses lèvres remuant silencieusement, tandis qu'il traçait les lignes d'un doigt expert. Les minutes passèrent comme des heures jusqu'à ce qu'enfin il referme le livre. Il s'agit d'un compte secondaire, détenu non pas dans une banque, mais dans un coffre-fort. L'adresse indiquée est Coffre-fort 12, Brompton Road, en plein cœur du quartier financier de Londres. Qu'un choix audacieux pour cacher des documents volés. Holmes enfila son manteau. Nous devons visiter ce coffre. Si les documents comptables sont toujours là, ils nous fourniront la preuve finale dont nous avons besoin. Alors que nous partions, les rues bourdonnaient de leur animation habituelle. Le brouillard persistant tel un rideau spectral. Holmes avançait avec détermination, son esprit s'emballant, tissant des liens invisibles aux yeux des autres. Au coffre de Brompton, le directeur, un homme guindé nommé M. Fenwick, nous observait Holmes et moi avec suspicion. Holmes nous présenta une lettre de recommandation de Scotland Yard et exposa succinctement l'affaire, soulignant l'importance des documents M. Fenwick hésita, mais céda et sortit d'un compartiment caché une petite boîte lourde. À l'intérieur se trouvaient des papiers scellés à l'emblème de l'ancien cabinet d'avocats de Hayward. « Voilà tout », dit Fenwick d'un ton grave. On pensait que le compte était inactif depuis des années. Holmes parcourut les documents, révélant des feuilles de registre, de la correspondance et une carte soigneusement pliée. Son doigt traça un itinéraire, tracé à l'encre rouge, un chemin menant à une propriété isolée du Surrey. « Un point de rendez-vous », dit Holmes. « Probablement le lieu de rencontres illicites, ou peut-être celui où le complot a été ourdi. Mais qu'en est-il de Hayward lui-même » demandai-je. Holmes plissa les yeux. « Il a disparu, Watson. Pas d'adresse, pas de trace de départ. On dirait qu'il est passé entre les mailles du filet. Nous sommes retournés à Baker Street, l'esprit lourd. » Holmes examinait la carte, les registres, les lettres, chaque élément étant un maillon d'une chaîne que nous étions encore en train de forger. Plus tard dans la soirée, Lestrade arriva, son comportement bourru habituel remplacé par une urgence palpable. « Holmes, il y a eu un incident, » commença-t-il. « Un incendie s'est déclaré au domaine de Surrey indiqué sur votre carte. L'endroit a été réduit en cendres cet après-midi. » Holmes se leva brusquement, le feu allumant une lueur féroce dans ses yeux. Une tentative de détruire des preuves, sans aucun doute. Lestrade hocha la tête d'un air sombre. Les locataires, une famille nommée Greaves, s'en sont sortis, de justesse. Aucun signe de Hayward cependant. L'endroit était étrangement vide. Holmes fit les 100 pas, doigts joints. Cela confirme nos soupçons. Les conspirateurs sont désespérés et dangereux. Je voyais les rouages tourner dans son esprit. Nous devons agir vite avant que d'autres vies ne soient perdues. En effet, dit Holmes, demain nous partons pour le Surrey. Ce soir, je préparerai une stratégie pour débusquer notre proie. Alors que Lestrade partait,
Holmes s'enfonça dans son fauteuil, une ombre passant sur son visage. « Watson, » dit-il doucement, la toile se resserre. Le corps de Carter n'était que la première victime. Maintenant, le feu cherche à effacer le passé. Nous devons attraper le marionnettiste avant que les fils ne se rompent complètement. J'acquiesçai, le cœur lourd, sachant que la partie était loin d'être terminée. Dehors, le brouillard londonien s'épaississait, comme pour masquer les secrets que nous cherchions à percer, et je réalisais à nouveau qu'avec Holmes, chaque pas en avant était un pas de plus dans un labyrinthe dont peu ressortaient indemnes. L'aube se leva pâle et brumeuse sur Baker Street, un fin voile de brouillard s'accrochant obstinément aux réverbères et aux pavés. Holmes était déjà réveillé, assis à la fenêtre, une tasse de thé fraîche à la main, les braises fumantes d'un cigare serré entre ses doigts. Son regard, vif et calculateur, scrutait les rues en contrebas, comme s'il cherchait des réponses dans le mouvement des passants. « Watson, dit-il sans se retourner, les événements d'hier confirment une vérité immuable. Notre adversaire est à la fois rusé et désespéré. La destruction du domaine de Surrey était autant un message qu'un moyen. Elle nous montre qu'il craint d'être démasqué, mais qu'il est prêt à frapper sans hésitation. Je me versai une tasse et m'installai en face de lui, consciente de la fatigue qui pesait sur moi après des nuits agitées. « As-tu un projet pour aujourd'hui » ai-je demandé. Holmes tapota légèrement la table. « Nous devons rendre visite à la famille Greaves. Ils sont sortis indemnes de l'incendie, mais possèdent, sans aucun doute, des informations que nous n'avons pas encore découvertes. Notre arrivée doit être prudente. L'homme que nous recherchons observe attentivement et n'hésitera pas à éliminer les menaces. » Nous sommes partis promptement, quittant Londres pour la paisible campagne anglaise. Le train roulait à travers champs luxuriants et collines ondulantes, l'étalement urbain disparaissant derrière nous. À notre arrivée dans le petit village près du domaine incendié, nous avons découvert l'humble ferme des Greaves, solitaire au milieu des décombres calcinés. Madame Greaves nous accueillit à la porte. Une femme d'une force tranquille, malgré, à l'épreuve. Ses mains étaient entachées de terre et tremblaient, son visage marqué par des nuits blanches. « Mon mari s'occupe du bétail, mais je vais le chercher, » dit-elle, en nous faisant entrer. L'intérieur était modeste, mais chaleureux, avec une légère odeur de pain frais et de fumée de bois. Bientôt, M. Greaves entra, un homme grand et buriné au regard méfiant. Holmes ne perdit pas de temps. « Monsieur Greaves, nous cherchons à connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans votre propriété. Vos informations pourraient être cruciales pour traduire un homme dangereux en justice. » Le fermier hocha lentement la tête. « Tout a commencé il y a quelques mois. Un monsieur est venu nous rendre visite, bien habillé, poli, mais avec un côté un peu guindé. Il a dit s'appeler Hayward. Il a parlé d'investissement et de promesses, mais voulait garder ses visites secrètes. Ma femme et moi étions inquiets, mais nous avons gardé le silence. Puis, il y a environ une semaine, nous avons remarqué des inconnus qui surveillaient les lieux, et cette nuit-là, l'incendie a éclaté. Nous avons échappé de justesse. J'ai observé le léger tremblement dans sa voix. La peur était sincère. Holmes se pencha en avant. « Monsieur Hayward a-t-il laissé quelque chose derrière lui? Des papiers? Des lettres? Quelque chose d'inhabituel ?» Madame Greaves hésita, puis nous conduisit vers un petit tiroir caché sous le plancher de la cuisine. Là, enveloppée dans une toile cirée, se trouvait une liasse de lettres, certaines portant le sceau distinctif de Hayward. Holmes les extrait avec précaution et commence sa lecture. Les lettres détaillent un plan secret impliquant des transactions illicites et un réseau de complices au sein des cercles juridiques et financiers londoniens. L'une d'elles, marquée d'un cachet de cire rouge, mentionne une dernière réunion prévue pour la semaine suivante, rendez-vous jamais honoré. « Cela confirme notre théorie, » dit Holmes d'un ton sombre. Le réseau de Hayward est vaste et impitoyable. Soudain, la porte de la ferme s'ouvrit brusquement. 2 hommes entrèrent, le visage caché par des foulards, et un silence tendu emplit la pièce. « Remettez-moi les lettres », grogna l'un d'eux en sortant un revolver. Sans hésitation, Holmes s'avança, le regard étincelant. « Messieurs, c'est une question de loi. Déposez les armes et vous pourrez partir. » Les hommes échangèrent un regard, puis, avec un juron, se retirèrent dans le brouillard. Le regard de Holmes les suivit, inflexible. « Il nous observe, dit-il doucement. Notre présence ici n'est pas passée inaperçue.
Sur le chemin du retour vers Londres, Holmes était silencieux mais agité. Cette nuit-là, il étudia les lettres à la lumière d'une lampe, reliant les fils de la corruption et de la trahison. « Watson, dit-il enfin, Hayward n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette conspiration est profonde. Mais le meurtre de Carter, l'incendie de Surrey et ses agressions ont tous une seule et même origine. Le coffre. Nous devons protéger ce coffre comme s'il contenait les joyaux de la couronne. » J'ai hoché la tête, réalisant que le danger allait au-delà des simples documents. C'était une question de vie ou de mort. Holmes se leva et s'étira, les yeux brillants d'une détermination renouvelée. « Demain, nous attaquons le cœur de cette conspiration. Nous rendons visite aux associés connus de Hayward. La partie est loin d'être terminée, et nous devons être prêts à tout. » Dehors, le brouillard londonien s'épaississait à nouveau, comme si la ville elle-même conspirait pour dissimuler les secrets que Holmes cherchait à percer. Mais j'avais confiance en son génie. Aucun mystère, aussi complexe soit-il, ne pouvait résister à son examen attentif. Le lendemain matin, le ciel était pâle, voilé par l'omniprésent brouillard londonien. Holmes était déjà à la fenêtre, fixant intensément l'agitation feutrée de la rue en contrebas, comme si les brumes tourbillonnantes allaient se dissiper pour révéler une vérité cachée. Je le trouvais là, une cigarette fumant entre ses doigts, une légère volute de fumée s'élevant au rythme de ses pensées agitées. « Nous avons remonté la piste du complot jusqu'à ses racines, Watson, mais il reste encore des branches à feuillaguer, remarqua-t-il sans se retourner. Notre prochaine étape consiste à nous adresser aux plus proches confidents de Hayward. Si nous parvenons à découvrir leurs identités et leurs motivations, tout l'édifice s'écroulera. » La lettre de la succession Greaves était toujours ouverte sur le bureau, son emblème de cire cramoisi rappelant brutalement les dangers auxquels nous étions confrontés. Holmes avait passé une grande partie de la nuit à éplucher les documents, déchiffrant des nuances que seul un esprit comme le sien pouvait démêler. Les lettres révélaient un réseau d'associés, de façades, commerciales et de fausses identités. Une toile d'araignée tissée avec une cruauté délibérée. Notre première destination fut un bureau discret, niché dans une rue étroite près du Strand, où Hayward avait autrefois fréquenté un notaire du nom de Frederick Mayhew. Le bâtiment était ancien et sans prétention, et une légère odeur, de parchemin moisi et de livres reliés en cuir flottait dans le couloir. Mayhew lui-même était un homme mince au regard perçant, à la pâleur d'un homme habitué aux nuits tardives et à une consommation excessive de tabac. À la demande de Holmes, il se montra ouvert, bien que visiblement mal à l'aise. « Monsieur Hayward était un client insaisissable, » dit Mayhew en tapotant nerveusement du doigt le bureau en acajou. Il recherchait un avocat pour des affaires. Tenue secrète, transfert, acquisition de biens sous des noms d'emprunt, dissolution d'entreprise. Je soupçonnais quelque chose d'illégal, mais je manquais de preuves. Les yeux de Holmes brillèrent. Hayward a-t-il nommé des associés? Ou révélé des destinations autres que le domaine du Surrey? Mayhew hésita. Il y avait un certain Monsieur Latham, un financier qui rencontrait souvent Hayward en privé. Leurs transactions étaient obscures, et j'avais reçu l'ordre de ne jamais m'enquérir davantage. Holmes hocha la tête pensivement. Où puis-je trouver ce Monsieur Latham? Le Café Royal, en fin d'après-midi. Il préfère une table privée au fond. Nous quittâmes le cabinet du notaire et nous dirigeâmes vers le cœur animé de la vie mondaine londonienne. Le Café Royal était animé par les conversations, le tintement de la porcelaine fine et le subtil arôme des cigares coûteux emplissaient l'air. Holmes scruta la pièce avec une précision délibérée jusqu'à ce que son regard se pose sur un homme élégamment vêtu, assis seul, sirotant un verre de Porto. S'approchant avec une subtilité maîtrisée, Holmes engagea la conversation avec l'homme, oscillant sans effort entre charme et interrogatoire. L'homme se présentant comme Latham était sur ses gardes, mais intrigué par la franchise de Holmes. « Monsieur Latham, commença Holmes, j'ai cru comprendre que vous étiez en contact fréquent avec Monsieur Hayward. Pourriez-vous nous éclairer sur ses activités récentes ?» Les yeux de Latham brillaient d'un mélange de peur et de défi. Hayward était un homme dangereux, impliqué dans des affaires qui auraient pu ruiner bien des gens. Mais je ne sais rien de ces derniers jours. Holmes insista, remarquant le léger tremblement dans la voix de Latham. Alors, peut-être pourriez-vous m'expliquer cela?
Il sortit un mot plié, dont l'écriture était incontestablement celle de Hayward. Le financier perdit son sang-froid. « Bien, dit-il sèchement. Hayward prévoyait de démasquer un réseau de fonctionnaires corrompus qui abusèrent de leur position à des fins personnelles. Le registre que vous avez trouvé détaillait leurs transactions. Avant que nous puissions en savoir plus, l'expression de Latam se durcit. Mais attention, Holmes, certains tueraient pour garder ces secrets enfouis. Nous avons quitté le café avec une urgence nouvelle, le poids de l'avertissement de Latam pesant sur nous. De retour à Baker Street, Holmes nous a exposé les informations. La conspiration dépasse les limites d'un seul homme ou d'une seule propriété, expliqua Holmes. Elle implique des personnalités influentes. Nous devons agir avec prudence. Lestrade, bien qu'aguerri, montrait des signes d'inquiétude. Holmes, si ces hommes sont aussi dangereux que tu le dis, nous risquons d'être surpassés. Holmes eut un sourire ironique. Le danger est une vieille connaissance, Lestrade. Il aiguise l'esprit et renforce la volonté. Notre étape suivante consistait à enquêter sur les fonctionnaires nommés dans le registre. Grâce à une série d'enquêtes discrètes, Holmes a identifié plusieurs personnalités importantes. Des hommes dont la réputation était aussi brillante que leurs cuillères en argent, mais dont les poches étaient jonchées de richesses mal acquises. Un soir, alors que j'accompagnais Holmes dans une promenade tranquille à travers St. James's Park, il s'arrêta soudainement, les yeux fixés sur une ombre se faufilant dans le brouillard. « Watson, observe. » Il désigna discrètement un homme qui s'éloignait en courant, serrant contre lui un paquet enveloppé dans du papier kraft. Nous avons poursuivi prudemment, l'homme ignorant notre présence, jusqu'à ce qu'il atteigne une ruelle isolée où il croisa une autre silhouette. À en juger par cet échange rapide, il était clair que nous étions tombés sur un transfert clandestin. Holmes s'avança hardiment, se dévoilant. « Messieurs, je crois que vous détenez quelque chose qui relève de la justice. » Surpris, les hommes s'enfuirent dans la nuit, abandonnant le colis. À l'intérieur, nous trouvâmes des documents liant plusieurs hauts fonctionnaires au complot. Corruption, pot de vin et pire encore. La piste nous a inévitablement rapprochés du cœur du complot. Holmes a organisé une rencontre avec Lestrade et un collaborateur de confiance de Scotland Yard, afin de planifier une action coordonnée pour appréhender les conspirateurs. Alors que nous nous préparions à partir, une note anonyme arriva à Baker Street. Rédigée à la hâte, elle avertissait Holmes de cesser ses investigations sous peine de graves conséquences. Holmes le lut à voix haute, d'une voix assurée mais empreinte de détermination. « Les menaces sont le langage des lâches, Watson. Nous allons procéder. » Cette nuit-là, alors que le brouillard engloutissait Londres, Holmes était plongé dans ses pensées. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais le danger grandissait. Le coupable était proche, guettant le moindre faux pas. « Je crains, Watson, que ce jeu ne teste non seulement notre intellect, mais aussi nos vies, » murmura Holmes. J'acquiesçais silencieusement, le poids de l'inconnu pesant sur nous. Les ombres de la tromperie s'allongeaient, mais grâce à la détermination de Holmes, je savais que la vérité était à portée de main. Ce soir-là, l'atmosphère de Baker Street était lourde d'attente. Holmes, assis devant la cheminée, feuilletait distraitement le mot anonyme, ses doigts ne trahissant aucune faiblesse. La lumière du gaz vacillait, projetant des ombres allongées à travers la pièce, des ombres qui semblaient danser au rythme de la tension silencieuse qui emplissait l'espace. « Watson », commença Holmes d'une voix basse et mesurée, « les menaces contenues dans cette note ne sont pas de vaines paroles. Notre adversaire s'intéresse de près à nos progrès. Il est temps d'agir avec prudence mais sans hésitation. » J'ai hoché la tête, sachant que la gravité de la situation exigeait toute notre détermination. Les éléments que nous avions rassemblés, le registre, les lettres, les témoignages, indiquaient tous un vaste réseau de corruption, mais l'identification du marionnettiste restait difficile. L'esprit de Holmes était un réseau de calculs, chaque fil conducteur menant à une révélation encore incompréhensible. Le lendemain matin, nous avons organisé une rencontre discrète avec l'inspecteur Lestrade et ses agents les plus proches. De Scotland Yard, Holmes a exposé les preuves avec une précision extrême, chaque point reliant le réseau de tromperie à des personnalités influentes des hautes sphères de la ville. La salle était imprégnée d'un mélange d'incrédulité et de détermination. Nous avons affaire à des hommes qui exercent une influence considérable, prévint Holmes. Une attaque ouverte les alertera et les incitera à se cacher. Nous devons être chirurgicaux.
en frappant le maillon le plus faible et en les attirant à découvert. Lestrade fronça les sourcils, mais acquiesça. Nous préparerons une surveillance et arrêterons les suspects dès que l'occasion se présentera. Mais Holmes, nous devons agir vite avant que ces hommes ne brouillent les pistes. Les yeux de Holmes se plissèrent. En effet, le temps est à la fois notre allié et notre adversaire. Cet après-midi-là, Holmes et moi sommes partis suivre l'un des fonctionnaires mentionnés dans le registre, un certain Alistair Gresham, connu pour sa discrétion et son attitude réservée. À distance, Holmes observait les faits et gestes de Gresham avec une intensité qui suggérait qu'il cherchait quelque chose sous la surface des apparences. Notre poursuite nous a conduits à une imposante maison de ville de Mayfair. Holmes nous a fait signe de nous taire, tandis que nous regardions deux domestiques recevoir des colis et disparaître derrière les imposantes portes. La maison était une forteresse de luxe tranquille, dissimulant des secrets sous son vernis poli. « Je soupçonne notre ami de ne pas se limiter à ses fonctions officielles, » murmura Holmes. « Remarquez l'attitude furtive des domestiques. Ce sont des passeurs d'informations illicites. Nous nous sommes retirés dans un café voisin pour réfléchir à notre prochaine action. » Holmes sirotait son thé pensivement. « Si nous parvenons à intercepter une correspondance ou une réunion, nous pourrions forcer la main des conspirateurs. » Une opportunité se présenta plus tôt que prévu. Ce soir-là, Holmes reçut un message énigmatique l'orientant vers un entrepôt faiblement éclairé sur les quais, un rendez-vous pour ceux impliqués dans ces transactions obscures. Avec moi à ses côtés, nous sillonnâmes les rues embrumées de brouillard jusqu'à ce que la silhouette de l'entrepôt se dessine devant nous. À l'intérieur, des voix étouffées résonnaient dans l'espace caverneux. Nous nous sommes cachés derrière des caisses et avons écouté une conversation tendue entre plusieurs hommes. La discussion portait sur l'élimination des preuves, le registre, et sur les moyens de réduire au silence les témoins susceptibles de parler. L'oreille attentive de Holmes capta le nom de Ramsay. C'est un personnage moins connu de la conspiration, dont la loyauté était hésitante. Les hommes convinrent de se revoir le lendemain soir pour finaliser leur plan. En revenant dans l'étreinte nocturne, le visage de Holmes exprimait une détermination farouche. « Watson, nous avons maintenant une faille dans leur armure. L'incertitude de Ramsay pourrait bien être notre plus grand atout. » De retour à Baker Street, Holmes élabora un plan pour approcher Ramsay sous le couvert d'un allié, cherchant refuge, loin du chaos. Le lendemain, j'accompagnai Holmes dans un modeste logement de Whitechapel, où Ramsay était réputé fréquenter. Nous avons trouvé l'homme, une silhouette décharnée au regard inquiet, nerveux et méfiant, mais disposé à parler lorsque Holmes lui a promis sa protection. Ramsay a révélé l'intensité de la peur qui s'emparait des conspirateurs, notamment face au contenu du registre. « Ils tueront pour protéger leurs secrets », murmura Ramsay. « Hayward a essayé de les démasquer, et maintenant Carter est mort. Tu seras le prochain si tu insistes trop. » Holmes écouta attentivement, puis pressa Ramsay de révéler l'identité du meneur. « C'est Lord Blackwood », admit-il enfin, un homme intouchable, lié au gouvernement et à l'industrie. Il orchestre les opérations en coulisses, tirant les ficelles sans être vu. La révélation fut stupéfiante. Le nom de Lord Blackwood n'avait jamais été mentionné auparavant, et pourtant, sa réputation de philanthrope et d'homme politique était inattaquable. Holmes hocha lentement la tête. « Alors c'est à nous de le faire sortir. » L'hésitation de Ramsay est notre avantage. Avec la coopération de Ramsay, Holmes a tendu un piège. Une fausse piste de faux documents impliquant directement Blackwood dans la conspiration. Nous avons soigneusement posé l'appât, veillant à ce qu'il atteigne l'entourage de Blackwood. Les jours passèrent sans réponse, mais la tension montait. Holmes s'agita, arpentant la pièce, le regard attentif au moindre mouvement. Puis, alors que la ville retrouvait son rythme habituel, un message arriva, un défi, exigeant que Holmes rencontre Blackwood seul à seul dans un manoir abandonné en périphérie. Le message était clair. Blackwood cherchait à affronter directement la menace. Holmes réfléchit au danger. C'est un test, Watson. Un homme aussi puissant ne s'engage pas sans préparation. Nous devons être prêts. À l'heure dite, Holmes et moi arrivâmes au manoir, plongés dans la nuit et le silence. Le bâtiment était délabré, les murs murmurant les secrets d'une époque révolue. À l'intérieur, nous trouvâmes Blackwood qui nous attendait, flanqué de deux hommes redoutables. La voix de Blackwood était froide
mais une lueur de respect brillait dans ses yeux. « Monsieur Holmes, j'ai suivi vos démarches avec intérêt. Vous m'avez agacé, mais nous pourrions peut-être négocier. » Holmes répondit calmement. « Je ne recherche que la vérité et la justice. Votre règne de corruption prend fin ce soir. » La confrontation était tendue, les mots tranchants et chargés de menaces voilées. Pourtant, dans l'ombre, l'observation perspicace de Holmes discernait des failles dans le sang-froid de Blackwood. L'assurance de l'homme masquait la peur d'être démasqué. Soudain, comme sur un signal, les portes s'ouvrirent brusquement et les agents de l'estrade prirent d'assaut le manoir, arrêtant Blackwood et ses complices. Le piège avait réussi. Tandis que nous escortions les prisonniers, Holmes s'autorisa un rare sourire. La toile démêlée, le marionnettiste démasqué. De retour à Baker Street, Watson enregistra les événements avec un mélange d'admiration et de soulagement. Holmes, toujours modeste, balaya ses éloges d'un geste désinvolte de la main. La justice, Watson, n'est qu'un jeu de patience et d'intelligence. Ce soir, nous avons remporté une petite victoire, mais l'ombre de la ville est longue. Demain, nous reprendrons la chasse. Le lendemain de l'arrestation de Lord Blackwood, un calme étrange régnait sur Baker Street, mais l'énergie insatiable de Holmes trahissait ce silence. Il évoluait dans la pièce avec une détermination mesurée, le regard toujours aussi vif, décortiquant chaque fragment de l'affaire, comme s'il refusait d'en accepter la résolution au pied de la lettre. Je l'observais avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, sachant pertinemment que son esprit s'emballait déjà, pour résoudre des énigmes encore non résolues. « Holmes, ai-je osé avec prudence, y a-t-il lieu d'en douter? Avons-nous manqué un élément crucial sous la surface ?» Il marqua une pause, et se tourna vers moi avec un léger sourire qui masquait à peine l'intensité de son regard. « Watson, l'arrestation de Lord Blackwood n'est qu'un chapitre d'une histoire plus vaste. Les preuves contre lui sont convaincantes, mais le véritable test réside dans le démantèlement de ses complices et de leur influence. Une corruption d'une telle ampleur est rarement isolée. » Ces paroles restèrent en suspens, rappelant l'ampleur des profondeurs qui nous restaient à explorer. À mesure que la journée avançait, Holmes me demanda de l'accompagner au bureau de Scotland Yard, où l'estrade m'attendait avec des nouvelles et des rapports récents. L'estrade nous accueillit d'un air grave, les sourcils froncés de réflexion. « Nous avons récupéré le registre, Holmes, et plusieurs noms ont émergé, certains attendus, d'autres surprenants. Pourtant, ce qui me trouble, c'est le silence de certains milieux, de personnalités influentes, qui brillent par leur absence lors de l'enquête. » Holmes hocha la tête pensivement. Un tissu de silence, l'estrade est souvent plus éloquent qu'une confession. Parmi les nouvelles informations, un nom piqua la curiosité de Holmes. Une certaine Miss Eleanor Tanner, décrite comme la fille d'un humble tanneur, réputée être le seul témoin vivant de transactions importantes. Pourtant, inexplicablement, elle avait disparu juste avant le premier crime. Mademoiselle Tanner, songea Holmes, le témoin disparu, le fil qui, une fois tiré, pourrait bien démêler toute la conspiration. L'estrade confirma que malgré les recherches, aucune trace d'Eleanor n'avait été retrouvée. Sa disparition était le dernier nœud du mystère. L'idée d'un témoin solitaire capable de démanteler un réseau redoutable intriguait profondément Holmes. « Watson, nous devons la retrouver. Elle est le pivot sur lequel repose désormais la justice. » Nous avons quitté Scotland Yard avec une motivation renouvelée, Holmes élaborant déjà des hypothèses, tandis que nous retracions les derniers déplacements connus d'Eleanor. La piste nous a conduits à une petite tannerie en périphérie de Londres, un établissement modeste où flottait une odeur de cuir et de terre. Le propriétaire, un homme grisonnant nommé Samuel Pritchard, nous reçut avec méfiance, son regard reflétant une vie passée au cœur du travail. Holmes l'interrogea avec une précision douce, démêlant le fil de la vie récente d'Eleanor. Elle était vive, avec un air de défi tranquille, se souvient Pritchard. Effrayée aussi. Elle disait avoir vu des choses que personne n'aurait dû voir. Puis un soir, elle est partie, prétextant qu'elle devait disparaître pour sa propre sécurité. Les yeux de Holmes se plissèrent. S'est-elle confiée à quelqu'un? A-t-elle laissé un message? Pas à ma connaissance, répondit Pritchard. Mais elle a parlé d'un homme nommé Carruthers. Il a dit qu'il la retrouverait si elle restait. Le nom de Carruthers résonnait vaguement dans la mémoire de Holmes, un personnage insaisissable, réputé pour être un intermédiaire au service des puissants.
Les pièces du puzzle commençaient à s'aligner pour former un sombre tableau de peur et de coercition. Ce soir-là, Holmes et moi sommes retournés à Baker Street, étudiant les archives et les cartes, reconstituant les déplacements de Carruthers. Holmes déduisait tout avec une rigueur méticuleuse. Chaque piste était suivie avec un soin méticuleux. Les jours passèrent sans grand progrès, jusqu'à ce qu'une avancée décisive arrive grâce à un renseignement anonyme, nous dirigeant vers une auberge isolée le long de la Tamise, où Carruthers était censé tenir des réunions clandestines. À la faveur de l'obscurité, Holmes et moi nous sommes aventurés jusqu'à l'auberge. L'air était épais de brouillard, les quais silencieux, à l'exception du clapotis de l'eau sur les pilotis. À l'intérieur, le murmure des conversations masquait à peine une tension sous-jacente. Nous avons repéré Carruthers, un homme mince au regard perçant et au sourire narquois habituel, en pleine conversation avec deux compagnons à l'air peu recommandables. Holmes les observait discrètement, notant leurs gestes et l'échange d'un petit paquet. Soudain, le regard de Carruthers se posa sur une ombre près de la porte et il se raidit. Holmes se raidit à côté de moi, me faisant signe de me taire. Carruthers murmura un avertissement à ses compagnons qui s'apprêtaient à partir précipitamment. Avant qu'ils ne puissent disparaître dans le brouillard, Holmes s'avança d'une voix ferme mais maîtrisée. « Monsieur Carruthers, je crois que vous détenez des informations qui nous seraient très utiles dans notre enquête. » Le regard de Carruthers oscillait entre Holmes et moi, calculateur. « Monsieur Holmes, votre réputation vous précède. Mais je suis prudent. Quelle assurance ai-je que coopérer me sera bénéfique ?» La réponse de Holmes fut inébranlable. « Une protection et une chance de racheter la tâche sur votre conscience. » Après un silence tendu, Carruthers nous fit signe de le suivre. Il nous conduisit à travers des ruelles tortueuses jusqu'à une cave faiblement éclairée sous l'auberge. Là, il nous révéla une histoire de coercition, de corruption et de sa erreur. Mademoiselle Tanner avait été enlevée pour la protéger de ceux qui cherchaient à la réduire définitivement au silence. « Elle est vivante », affirma Carruthers, « mais elle est gardée sous surveillance dans une chapelle abandonnée près de Londres. Son témoignage pourrait faire s'écrouler tout le château de cartes. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Alors, il faut agir vite. » À la faveur de la nuit, nous nous sommes dirigés vers la chapelle, sa silhouette à peine visible à travers l'épais brouillard. L'air était chargé d'appréhension, chaque pas se mesurant à l'inconnu. À l'intérieur, la chapelle n'était plus qu'une coquille vide, des grains de poussière dansant au clair de lune filtraient à travers les vitres brisées. Des voix résonnaient doucement. Celle de mademoiselle Tanner, reconnaissable entre toutes, quoique faible. Nous l'avons trouvée dans une petite pièce, surveillée mais indemne, une jeune femme marquée par la peur mais résiliente. Holmes s'est présenté avec douceur, l'assurant que des secours étaient arrivés. Eleanor Tanner a raconté les horreurs dont elle avait été témoin, les révélations du registre, les menaces, les morts. Son courage a ravivé notre détermination. Alors que nous nous préparions à la raccompagner en lieu sûr, un bruit soudain nous fit sursauter. Des pas approchaient, des hommes fidèles au cercle de Lord Blackwood, déterminés à récupérer leur butin. Holmes réagit instantanément, dégainant son revolver avec une aisance acquise. La confrontation qui s'ensuivit fut tendue, mais brève. Notre préparation prit les assaillants au dépourvu, les forçant à se replier dans la nuit. Avec Eleanor en sécurité sous notre garde, l'esprit de Holmes s'emballa. La véritable bataille ne faisait que commencer. Révéler les dessous du complot et faire en sorte que justice soit rendue. De retour à Baker Street, l'atmosphère était chargée d'impatience. Holmes prépara soigneusement une déclaration pour Scotland Yard, relatant le témoignage d'Eleanor et les dernières pièces du puzzle. À l'aube, Londres s'agitait, ignorant que sous sa façade familière, les forces de la corruption étaient prêtes à rendre des comptes. Holmes, toujours en sentinelle, restait vigilant, le regard fixé sur l'horizon où vérité et danger s'entremêlaient. « Watson, » dit-il doucement, « nous avons invoqué la tempête. Maintenant, il faut la supporter. » Les heures qui suivirent le retour sain et sauf d'Eleanor Tanner à Baker Street furent un tourbillon d'activités et de stratégies prudentes. Holmes et moi, en étroite collaboration avec l'estrade et un petit contingent d'agents de Scotland Yard, nous préparions à apporter son témoignage crucial aux autorités compétentes. Pourtant, sous l'urgence pragmatique,
se cachait une tension palpable, comme si l'air que nous respirions était chargé de l'électricité d'une confrontation imminente. Eleanor était assise tranquillement dans un coin du salon, les mains légèrement tremblantes, serrant un mouchoir usé. Malgré son épreuve, elle dégageait une détermination tranquille, une force née de la peur et de la nécessité. Holmes la considérait avec un respect mesuré. Son regard perçant en disait long sur ce que les mots ne pouvaient exprimer. « Mademoiselle Tanner, dit-il doucement, vous avez rendu un grand service en vous manifestant. Votre témoignage éclairera les ténèbres qui ont longtemps hanté cette ville. » Elle hocha la tête, les yeux baissés mais résolus. J'aurais aimé le faire plus tôt, le danger était immense. Lestrade arpentait la pièce, énumérant les plans et les imprévus. Nous devons veiller à ce que rien ne menace sa sécurité à partir de maintenant. Les conspirateurs ne lâcheront pas prise à la légère. Holmes avait déjà plusieurs longueurs d'avance. Watson, surveille-la de près. Notre prochain mouvement doit être précis et réfléchi. J'acceptai la tâche avec urgence, posté près d'Eleanor pour lui apporter protection et réconfort. Sa présence était une lueur d'espoir. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que les plus grands dangers nous guettaient encore. Le lendemain, la salle d'audience était bondée, mêlant curiosité et malaise. Le procès de Lord Blackwood allait commencer, et avec le témoignage d'Eleanor, l'affaire avait pris un nouvel élan. Holmes et moi étions assis côte à côte, observant les débats avec un vif intérêt. Lorsqu'Eleanor a témoigné, sa voix était ferme malgré la tension. Elle a raconté les événements avec clarté, le registre qu'elle avait vu, les menaces murmurées, les tentatives désespérées de la faire taire. Ces mots ont dressé un portrait saisissant de la corruption, impliquant des personnages dont le pouvoir s'étendait bien au-delà du crime initial. La salle d'audience résonna d'incrédulité et de stupeur, mais les preuves étaient convaincantes. L'enquête méticuleuse de Holmes avait mis à nu la toile complexe tissée par les conspirateurs, et le courage d'Eleanor lui conférait un poids inattaquable. Pourtant, même à mesure que le procès progressait, le regard de Holmes restait perçant et inquisiteur. Il ne se contentait pas de révélations superficielles. Son esprit cherchait les incohérences subtiles, les plus ténues traces de tromperie. Après le témoignage d'Eleanor, Holmes a demandé un entretien privé avec Lestrade. À huis clos, l'inspecteur lui a exposé ses inquiétudes. Des forces en jeu s'étendent au-delà de ce tribunal, a averti Holmes. Les hommes qui ont orchestré ces événements ne seront pas faciles à maîtriser. Nous devons anticiper leurs tentatives de manipulation de la justice. Lestrade hocha la tête d'un air sombre. Je le craignais. Il y a eu des rumeurs de corruption et d'intimidation parmi les jurés et les fonctionnaires. Les yeux de Holmes brillèrent de détermination. Alors nous devons agir vite pour contrer leur influence. L'intégrité de ce procès en dépend. Ce soir-là, Holmes et moi sommes retournés à Baker Street pour examiner une fois de plus les preuves. Il a étudié attentivement le registre, décrit par Eleanor, retraçant les transactions financières et les connexions avec une précision qui m'a laissé bouche bée. Voilà, dit soudain Holmes en désignant une écriture, une anomalie dans les comptes. Une somme détournée vers une œuvre caritative apparemment anodine. Une œuvre qui, à y regarder de plus près, sert de couverture pour le blanchiment d'argent. Il prit un plan de Londres, indiquant l'emplacement de l'association dans un quartier calme. Nous devons enquêter sur cet endroit. Cela pourrait révéler le prochain maillon de la chaîne. Le lendemain, Holmes et moi avons visité l'association sous couvert de bienfaiteurs intéressés par son action. Le bâtiment était modeste, tenu par une poignée de bénévoles dévoués. Pourtant, sous la surface, Holmes a décelé de subtils signes de dissimulation. Des pièces fermées à clé, des livraisons discrètes en dehors des heures d'ouverture. Nos questions furent interrompues par l'arrivée d'un homme au visage sévère qui se présenta comme étant M. Fletcher, le directeur de l'association. Son attitude était polie mais réservée, et les questions perçantes de Holmes semblèrent le déstabiliser. « Monsieur Holmes, votre réputation vous précède », dit prudemment Fletcher. « Nous acceptons volontiers tout examen minutieux, mais je vous assure que notre travail est irréprochable. » Holmes l'observa attentivement, remarquant le léger tremblement de sa main et son sourire trop rapide. « Les œuvres caritatives peuvent prendre de nombreuses formes, monsieur Fletcher. Je suis curieux de connaître vos sources de financement et vos récentes activités financières. » L'homme perdit un instant son sang-froid avant de se reprendre.
Tous les dossiers sont transparents et consultables. Holmes le fixa du regard. Alors, j'espère que vous coopérerez pleinement avec les autorités. Plus tard, alors que nous quittions les lieux, Holmes me confia « Fletcher n'est qu'un masque. Le véritable architecte de ces opérations reste caché, et pourtant son influence imprègne les ténèbres de la ville. » Nos prochaines étapes impliquaient des manœuvres délicates, recueillir des preuves sans alerter les puissants adversaires qui surveillaient nos moindres faits et gestes. Holmes orchestra une série d'enquêtes discrètes, exploitant des contacts dans toutes les couches de la société, des vendeurs ambulants aux hauts fonctionnaires. Pendant ce temps, l'atmosphère du procès devenait de plus en plus tendue. Les tentatives d'intimidation des jurés et des témoins se multipliaient, mais, grâce au conseil stratégique de Holmes, l'équipe juridique a renforcé sa défense. La salle d'audience est devenue un champ de bataille non seulement factuel, mais aussi politique. Un soir, alors que je retournais à Baker Street, un message m'attendait. Une invitation à une rencontre clandestine organisée par un informateur souhaitant révéler les tenants et aboutissants du complot. Holmes se prépara aussitôt à ce qui promettait d'être une rencontre décisive. La réunion eut lieu dans une taverne faiblement éclairée, où un homme nerveux tendit à Holmes une enveloppe scellée. « Ceci contient des noms et des lieux » murmura-t-il avec urgence. « Vous devez agir vite. Il vous surveille à de près. » Holmes examina les documents, l'air indéchiffrable. « Excellent travail. Nous avons maintenant les moyens de démanteler tout le réseau. » Pourtant, sous sa détermination, je sentais le poids des dangers qui les attendaient. Les conspirateurs ne se rendraient pas sans un ultime combat désespéré. De retour à Baker Street, Holmes commença à élaborer ses plans, rassemblant un cercle de confiance pour exécuter une série coordonnée d'arrestations et de descentes. L'aboutissement de semaines d'enquêtes minutieuses était proche. À l'aube, Holmes et moi nous tenions près de la fenêtre, la silhouette de la ville se découpant dans la faible lumière. La bataille pour la justice était sur le point d'atteindre son paroxysme, et les ombres qui avaient longtemps dissimulé la trahison allaient bientôt s'illuminer. « Watson, » dit Holmes doucement, « ce soir, nous affrontons les ténèbres. Puissions-nous, par nos efforts, ramener la lumière ?» Les premières lueurs de l'aube filetaient faiblement à travers les lourds rideaux du 221B Baker Street, tandis que Holmes et moi nous préparions aux tâches ardues de la journée. Le poids des délibérations de la nuit pesait lourd dans l'air, mais une détermination inébranlable brûlait dans les yeux de Holmes. Son esprit s'emballait déjà, décortiquant chaque nuance du plan qui nous était présenté. « Nous devons frapper vite et fort, » dit-il d'une voix basse mais autoritaire. « La toile des conspirateurs est vaste, mais ce soir, nous en tranchons les fils. » J'ai ressenti cette vague d'impatience familière, mêlée d'appréhension. Ce n'était pas un cas ordinaire. Chaque geste risquait de rompre le fragile équilibre entre justice et ruine. La première tâche de Holmes fut de s'entretenir avec l'estrade et les officiers sélectionnés affectés à l'opération. La tension était palpable dans la salle de Scotland Yard, chacun conscient des enjeux. Holmes exposait la stratégie avec une précision méticuleuse. Des raids simultanés, ciblant les lieux clés identifiés dans les documents de l'informateur, l'objectif étant d'appréhender les commanditaires avant qu'ils ne disparaissent. Dans les ruelles labyrinthiques de la ville, nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur, a souligné Holmes. Notre marge de manœuvre est étroite et l'ennemi est aux abois. Alors que l'heure des sorcières approchait, je retournais à Baker Street pour monter la garde et assister Eleanor Tanner, restée sous notre protection. Elle était devenue un symbole d'espoir dans cette sombre saga, son courage inspirant même les hommes les plus blasés. Pourtant, la terreur dans son regard ne s'était pas totalement estompée, rappel brutal du prix exigé par ceux qui vivent dans l'ombre. Quelques heures plus tard, un coup sec à la porte rompit le silence. Holmes entra, un léger sourire aux lèvres, mais son regard trahissait l'épuisement d'une vigilance acharnée. « C'est fait », annonça-t-il doucement. « Les raids ont été un succès. J'attendais la suite inévitable, m'attendant à des récits de fusillades ou de poursuites désespérées. Mais Holmes est resté calme. Plusieurs arrestations ont eu lieu, a-t-il poursuivi. Les principaux acteurs sont en détention, mais le principal artisan reste introuvable. Je fronçai les sourcils. Insaisissable, après tous nos efforts. Holmes hocha gravement la tête. Une araignée dévoile rarement toute sa toile d'un coup. Il y a toujours un fil qu'on n'a pas encore saisi. Nos pensées se tournèrent
vers Lord Blackwood, toujours en procès, inconscient des bouleversements qui se produisaient au-delà des murs de la salle d'audience. Le témoignage d'Eleanor avait galvanisé l'accusation, mais Holmes soupçonnait des forces plus obscures à l'œuvre, des forces qui pourraient encore influencer le verdict. Dans les jours qui suivirent, Holmes et moi assistâmes Lestrade dans l'interrogatoire des conspirateurs arrêtés. Chaque entretien révélait des couches de tromperie et d'intrigue, révélant l'ampleur de la corruption qui avait ensanglanté non seulement l'affaire Tanner, mais aussi d'autres crimes non élucidés qui se cachaient sous le vernis de la ville. Un prisonnier, un homme pâle nommé Carmichael, céda sous les questions incessantes de Holmes. « Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin », avoua-t-il, le regard rivé sur lui avec nervosité. « Juste pour l'effrayer, pour la faire taire. Le registre, l'argent, c'était un moyen, pas une fin. » L'expression de Holmes restait impénétrable. Qui a donné les ordres? Carmichael hésita, puis murmura un nom qui fit frissonner la pièce. Sir Reginald Ashcombe, une figure d'influence aristocratique dont la réputation l'avait longtemps protégé de tout examen minutieux. La révélation fut stupéfiante. L'implication de Sir Reginald expliquait les précautions complexes et l'ampleur du complot. Holmes ne perdit pas de temps à le transmettre à Lestrade, qui promit d'agir avec la plus grande discrétion. Pendant ce temps, la sécurité d'Eleanor demeurait primordiale. Holmes élabora de nouvelles mesures pour la protéger du contre-coup, attendu, sachant que les conspirateurs ne se rendraient pas sans un ultime coup de main. Le procès reprit dans un climat d'incertitude, l'intérêt du public atteignant son paroxysme. La presse spéculait à tout va, et l'élite londonienne murmurait avec anxiété à huis clos. Pourtant, Holmes resta imperturbable, se concentrant plutôt sur la collecte de preuves qui révéleraient toute l'ampleur de l'entreprise criminelle. Tard. Un soir, alors que les réverbères de la ville vacillaient dans le brouillard, Holmes m'invita à la fenêtre donnant sur la Tamise. Son regard était lointain, contemplatif. « L'acte final approche, Watson », murmura-t-il. « Sir Reginald Ashcombe se croit intouchable, mais il sous-estime l'esprit de Sherlock Holmes. » Soudain, la sonnerie aiguë du téléphone interrompit le silence. Holmes répondit promptement, écoutant attentivement avant qu'une ombre noire ne traverse son visage. « Watson, » dit-il en se tournant vers moi avec empressement. « Il y a eu un incident au manoir d'Ashcombe. Nous devons partir immédiatement. » Le trajet en calèche fut rapide, les rues de Londres défilant floues, tandis que nous courions contre le temps. À l'arrivée, le décor était un chaos contrôlé. Des agents surveillaient le périmètre, des domestiques chuchotaient de peur, et le manoir menaçant projetait de longues ombres sinistres. À l'intérieur, nous avons trouvé Sir Reginald, inconscient dans son bureau, une note griffonnée à la hâte à côté de lui, évoquant menaces et trahison. Son état était grave, mais sa capture était imminente. Holmes examina la pièce avec une minutie méticuleuse. « Ce n'était pas une attaque aléatoire, » dit-il. « Les conspirateurs sont désespérés et recourent à la violence pour gagner du temps. » Alors qu'Ashcombe reprenait conscience, Holmes commença un examen méthodique de ses déclarations à la recherche de contradictions et de vérités cachées. L'enquête se trouvait désormais à la croisée des chemins. Les conspirateurs étant démasqués et leur chef en détention, la question restait posée. La justice triompherait-elle ou l'ombre s'emparerait-elle une fois de plus de la vérité? Ce soir-là, alors que nous retournions à Baker Street, le brouillard semblait plus épais, la ville plus sombre. Pourtant, au milieu de l'incertitude, la détermination inébranlable de Holmes éclairait le chemin à suivre. « Demain, Watson, nous dénouerons les derniers fils, » dit-il doucement. « La partie est presque gagnée. » J'ai hoché la tête, reconnaissant de marcher aux côtés du plus grand détective de notre époque, prêt à assister à la conclusion d'un mystère qui avait testé les limites de la raison, du courage et de l'endurance humaine. Le lendemain matin, l'aube était claire et nette. Le brouillard se leva comme si Londres elle-même attendait le dévoilement final du mystère qui nous avait si implacablement saisis. Au 221B Baker Street, Holmes était assis tranquillement près du feu, un léger sourire aux lèvres, tandis que je remettais la pièce en ordre en prévision de l'inévitable confrontation. Peu après, l'inspecteur Lestrade arriva, accompagné d'une douzaine d'officiers et de Sir Reginald Ashcombe, récemment remis sur pied, suffisamment rétabli pour raconter les événements poignants. La grande salle était emplie d'une impatience intense. Même Eleanor Tanner se tenait résolue, ses yeux reflétant à la fois la peur et l'espoir. Holmes se leva,
sa présence imposante. Le moment est venu de démêler ce réseau de tromperies, annonça-t-il d'une voix posée et posée. Il commença par le grand livre, apparemment simple, un document qui nous avait entraînés dans ce bourbier. À première vue, ce grand livre semblait n'être qu'un simple relevé de paiement, assez innocent pour un œil non averti. Pourtant, à l'intérieur se cachèrent des écritures codées, obscurcissant la véritable nature des transactions et impliquant de nombreuses personnalités. Holmes marqua une pause, laissant le poids de ses paroles retomber avant de poursuivre. La tactique de la peur employée contre Mademoiselle Tanner n'était qu'un écran de fumée destiné à détourner l'attention d'une conspiration plus vaste. Le véritable mobile? Une opération clandestine visant à faire sortir clandestinement du pays des antiquités volées, orchestrée par nul autre que le respectable Sir Reginald Ashcombe. Des exclamations de surprise parcoururent la salle, mais Holmes resta inflexible. Ce sont les domestiques d'Ashcombe qui ont enterré le malheureux témoin, tentant d'effacer toute trace de vérité. Son attaque orchestrée était une tentative désespérée pour retarder sa chute. Lestrade s'est avancé pour confirmer les preuves récupérées dans la succession d'Ashcombe. Des objets de contrebande cachés dans un coffre-fort secret et une correspondance le reliant à des acheteurs étrangers. La voix d'Éléanore tremblait lorsqu'elle parlait. Je craignais le pire, mais justice a prévalu grâce à M. Holmes. Holmes inclina la tête, le regard d'une rare douceur. Le courage de Mademoiselle Tanner était aussi vital que n'importe quel indice. Sans sa détermination, cette affaire aurait pu rester dans l'ombre. Alors que les autorités s'apprêtaient à escorter Ashcombe, Holmes se tourna vers moi et me fit une remarque discrète. Le cœur humain est souvent le plus grand mystère, Watson. L'avidité et la peur poussent les hommes aux actes les plus odieux, mais la raison et la persévérance révèlent leurs secrets. Nous avons regardé le cortège quitter la pièce, le poids de la vérité rétablissant une paix fragile. La ville derrière la fenêtre semblait plus lumineuse, comme si la lumière du matin reflétait désormais la clarté que Holmes avait si habilement apportée à une affaire plongée dans l'ombre. De retour à notre logement, Holmes s'installa dans son fauteuil et alluma sa pipe avec une assurance sereine. Une autre partie est terminée, mon cher Watson, mais, comme toujours, la danse de la déduction continue. Je ne pouvais rien faire de plus que sourire, humilié une fois de plus par l'éclat d'un esprit qui refusait d'être entravé par les plus sombres machinations humaines. Ainsi s'est terminée l'affaire du Tanner, qui a enterré le seul témoin, une histoire de tromperie, de danger et en fin de compte de justice rendue par la perspicacité sans égale de Sherlock Holmes.